J'ai regardé une centaine de films en 2024 et dans cette vidéo, je vais vous révéler mon top 10 de l'année. N'hésitez pas à me juger et à me dire vos coups de cœur dans les commentaires. En 10e position, il reste encore demain de Paola Cortellesi, un film italien en noir et blanc sur une mère de famille battue par son mari après la Seconde Guerre mondiale. Se può sapere che c'hai in quella testa vuota te? Sta zitta. Mannaggia. Malgré cette thématique patriarcale et sérieuse, le film l'aborde avec une certaine poésie à travers son personnage principal, par exemple en chorégraphiant la violence conjugale comme une danse. Mais le vrai sujet du film, c'est l'espoir. La réalisatrice nous montre une histoire féministe avant l'heure, sans avoir besoin de monologues sur la condition des femmes. Parler, c'est bien, agir, c'est mieux. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est la fin, riche de cette notion d'espoir, mais ça, je vous laisse la surprise de le découvrir pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Une vraie pépite italienne dont j'avais déjà parlé à sa sortie. En 9e position, The Substance de Caroly Fargé. Un film body horror, mi-comédie, mi-drame, assez inclassable dans son genre. L'histoire d'une star de 50 ans qui va vivre une expérience assez étrange avec la substance qui lui permet de dédoubler son corps dans une version plus jeune d'elle-même. L'occasion de redécouvrir Demi Moore, star des années 90 avec Ghost, Des Hommes d'honneur, Proposition indécente, À armes égales ou encore Striptease. Mais aussi la nouvelle génération avec Margaret Qualley, déjà aperçue dans le dernier Tarantino et Pauvre créature. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film, notamment les références, que ce soit dans les décors, les costumes, le maquillage, les thématiques abordées et aussi cette fin complètement ubuesque. Ce n'est pas de tous les goûts, mais c'est une belle entrée en matière si comme moi vous n'êtes pas vraiment habitué au cinéma d'horreur. En 8e position, Wicked de Jon M. Chu. J'ai eu le plaisir de découvrir la comédie musicale à Londres et de comprendre pourquoi ce spectacle est joué depuis 2006 là-bas. Non seulement il s'agit d'une réécriture du Magicien d'Oz, du point de vue de la méchante sorcière de l'Ouest, avant qu'elle ne devienne cette fameuse sorcière. En tout cas dans le film c'est uniquement la première partie, puisque nous aurons le droit à sa suite en novembre 2025. J'ai tout simplement passé un super moment. Il y a tout dans ce film pour qu'il devienne aussi culte que le Mamma Mia de 2008, ça chante, ça danse, ça réinvente, c'est un classique du cinéma américain culte. Ça parle d'oppression, de propagande, d'amitié, de confiance en soi, bref, un plaisir à regarder et à re-regarder. Moi j'ai vraiment revécu ce que j'ai vécu quand j'avais vu le spectacle pour la première fois. Donc je vais vous dire à quel point je pense que l'adaptation est réussie. Et puis la mention spéciale pour les deux comédiennes, en particulier l'excellent choix de casting d'Ariana Grande, très drôle en fausse Barbie populaire égocentrique, sans oublier Cynthia Erivo, dont on attend plusieurs Oscars pour la suite de sa carrière minimum. En 7e position, Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rasoulov. C'est le film qui aurait dû obtenir la Palme d'Or. Désolé à Nora, mais au vu de son importance politique, s'il fallait bien récompenser un film, ce serait celui-ci. On suit un père de famille en Iran, haut fonctionnaire juriste, qui reçoit une promotion pour aider le gouvernement à faire plein de condamnations à mort de ce qui les dérange, parfois sans procès ni preuve. Une situation pas très bien perçue par ces deux jeunes filles, surtout en plein mouvement Femmes, Vie, Liberté, où les femmes manifestent sur leurs droits. C'est une vraie référence, celle de la mort de Mahsa Amini, qui avait provoqué de vives réactions en Iran. Le film sert de vitrine sur la situation des femmes de ce pays, d'où le fait que le réalisateur ne représente pas l'Iran aux Oscars, mais l'Allemagne, car il est tout simplement condamné à la prison pour ses propres critiques envers le gouvernement iranien. Mention spéciale à un autre film iranien, Tatami, qui porte également sur le combat des femmes iraniennes à travers une compétition de judo. En général, les films iraniens qui dérangent sont des valeurs de cinéma plutôt sûres. D'où l'importance de voir ce film. En 6e position, Past Lives de Céline Song. Un film qui va vous détruire émotionnellement à cause d'un sujet très difficile qui ne devrait être vécu par aucun individu digne de ce nom. L'amour. Les amis, ce film m'a mis chaos technique. On suit deux enfants coréens, du sud je précise, qui sont très liés mais qui se retrouvent séparés. La fille, Nora, part vivre au Canada alors que Awe Song, le garçon, reste en Corée du Sud où il grandira jusqu'à faire son service militaire. Ils se retrouvent bien plus tard, mais plus rien n'est comme avant. La vie les a littéralement séparés malgré l'affection qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Et c'est là que le film vous abat parce qu'il y a quelque part aucune raison d'être triste d'un événement qui ne s'est jamais produit. Et pourtant, le film va toucher la fine frontière quasi invisible qui lie ces deux personnages si différents une fois adultes. Ça prend son temps, ce n'est peut-être pas le sujet le plus captivant ou spectaculaire, mais il y a dans cette scène de fin un sentiment qui vous hante un long moment. En 5e position, Conclave de Edward Berger. Ici, scène 1, le pape meurt dans l'exercice de ses fonctions, alors les cardinaux doivent se réunir pour élire un nouveau pape.
Pour ce faire, il faut organiser le conclave, c'est-à-dire l'élection du pape, dans un huis clos, sans accès au monde extérieur, et ça c'est Finesse qui va s'en occuper. Mais si vous le connaissez, voilà, il a fait ça, et puis ça aussi, et puis ça, et puis il est là-dedans aussi. Oui, voilà, donc vous le connaissez. Les enjeux sont de taille car les candidats sont très différents. Libéral, progressiste, traditionnaliste, conservateur ou tout simplement avide du pouvoir qu'offre le titre de pape. La réalité avec cette élection, c'est que c'est toute l'Église qui est en jeu. Il y a donc de la stratégie, de la jalousie, du découragement, mais aussi du mystère, des secrets et des coups dans le dos dignes de notre gouvernement français. Bien sûr, le film parle bien plus que de l'Église, il traite de la foi, de l'espoir, de la place de la morale dans nos actions, du doute et de comment prendre une bonne décision lorsqu'on est sûr de rien. Un film captivant, fort, sur les coulisses d'un événement mondial qui touche des milliards de personnes, donc un sacré enjeu. En quatrième position, Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona. Que feriez-vous si vous vous retrouviez dans la même situation? En octobre 1972, une équipe de rugby d'Uruguay, avec des proches et leurs familles, prennent l'avion pour se rendre à Santiago en vue d'un match. Malheureusement pour eux, ils se crachent au milieu des montagnes où il n'y a aucun arbre, pas d'animaux et pas le moindre être humain à des kilomètres de là. Parmi les survivants, certains sont blessés et malgré leurs tentatives pour communiquer avec l'extérieur, personne ne vient les chercher. Pour survivre, ils vont devoir commettre un acte inimaginable, manger leur mort. Et tout ceci est une histoire vraie. Alors je répète ma question, que feriez-vous si vous vous retrouviez dans la même situation? Au-delà d'être un film catastrophe comme dans The Impossible du même metteur en scène, Juan Antonio Bayona nous raconte comment ce groupe a pu faire preuve d'humanité et de collectif alors que le plus immorable était commis pour survivre. Lorsque les conditions sont rudes, jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Car oui, devant ce film, on se pose vraiment la question. En troisième position, Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Vous aimez les histoires de tueurs, mais est-ce que vous aimez vraiment que les histoires? Ici, on suit Kelly Ann, une femme très intelligente qui passe son temps à se rendre à un étrange procès. Un homme est soupçonné d'avoir fait des chambres rouges, des sortes de vidéos macabres où un individu masqué torture et tue une jeune fille pour le plaisir et l'argent des internautes du dark web. Sauf que sur les 3 meurtres commis en ligne, il manque une vidéo. Une pièce importante qui pourrait servir de preuve pour accabler le présumé coupable. De plus en plus fasciné par le tueur et ses victimes, Kelly Ann va tout faire pour obtenir le fin mot de cette histoire. Je pense que ce film a l'un des plans qui m'a le plus terrorisé dans une salle de cinéma. Si je vous dis appareil dentaire, vous comprenez à quoi je fais allusion. Le monde du crime, des procès et des tueurs sont fascinants. Il n'y a qu'à voir comment certains faits divers sont relayés dans les médias ou les réseaux sociaux. Le film traite de tout ça, de cette curiosité morbide qu'ont certaines personnes pour les tueurs ou pour des criminels, au point d'en tomber amoureux, de chercher à les contacter, voire même à les épouser. Je n'explique pas ce phénomène, mais il existe, et le film est très intéressant pour ces raisons-là. En deuxième position, Emilia Pérez de Jacques Audiard. Alors sur le papier, un sujet casse-gueule, une comédie musicale sur un baron de la drogue mexicain qui cherche à vivre la vie qu'il a toujours voulu avoir, c'est-à-dire d'être une femme. Du coup, elle fait simuler sa mort auprès de ses proches et de la police grâce à une avocate, et cherche à faire le bien autour d'elle pour réparer ce qu'elle a fait dans son ancienne vie. Sujet ultra spécifique, avec une mise en scène de comédie musicale qui doit être techniquement impeccable, sinon ça virerait au ridicule, mais le pari est tenu pour Jacques Audiard, réalisateur méticuleux et jamais là où on l'attend. Le film s'amuse avec son mélange des genres, littéralement, ses sous-propos politiques et son côté conte de fées avec sa morale de réparer le mal qu'on a fait autour de soi. Le casting très féminin fait extrêmement plaisir, au point d'avoir reçu collectivement le prix d'interprétation au Festival de Cannes, et on a de grandes chances de les voir rafler d'autres prix pour le début d'année 2025. Bref, Emilia Pérez c'est un ovni qui a une sacrée gueule, et ça, quel plaisir. En première position, La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. C'est un film sur la famille allemande du commandant en chef du camp de concentration d'Auschwitz, qui se tenait juste à côté de leur maison. On suit plusieurs points de vue, celle du mari, de l'épouse, des enfants, à travers des angles de caméra assez étranges, comme si c'était des caméras cachées dans la maison et dans le jardin. Il y a très peu de jeux de lumière, comme si tout était extrêmement naturel. On ne voit jamais ce qui se passe dans le camp, tout est traité au son de ce que produisent les grandes cheminées. Une sorte de déni de la famille, surtout pour la mère qui voit son jardin avec ses enfants jouer dans la piscine. Le film pourrait s'arrêter là, sur le contraste d'une famille au paradis, juste opposée à l'enfer, mais ça va bien plus loin. Les rares seules autres personnes que l'on voit, filmées avec une caméra de nuit, sont des résistants, anonymes, qui viennent déposer dans des recoins des pommes pour aider les prisonniers affaiblis. Un acte fort, alors que la prise de risque est énorme pour eux. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film,
mais elle a à mon sens été faite de la meilleure manière possible. Glaciale, distante, pour que le spectateur observe l'horreur dans son plus horrible vêtement, le quotidien de gens finalement lambda. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quel était votre coup de cœur de l'année 2024 et à aller voir ma vidéo sur les flops. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!